La France gagne son premier match pendant que la Belgique chute d'entrée. C'est le programme d'Euroday épisode 4. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ballopé. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief de cette nouvelle journée d'Euro 2024. La quatrième avec l'entrée en lice notamment de l'équipe de France ce soir face à l'Autriche. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. Avant cela, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et maintenant que cela est dit, on va pouvoir commencer à parler de ce match. L'entrée en lice de l'équipe de France à 21h face à l'Autriche. On s'en souvient qu'hier, les Pays-Bas avaient remporté leur premier match 2-1 face à la Pologne. L'équipe de France devait donc de remporter son premier match pour conserver ses chances de première place avant l'affrontement le 21 juin prochain face aux Pays-Bas. Et l'équipe de France a réussi puisque l'équipe de France est imposée 1-0 face à l'Autriche dans un match qui a été âpre, qui a été rugueux, beaucoup de fautes, beaucoup de duels, beaucoup de casses également. On va en parler pendant le résumé. Mais donc une équipe de France qui, dans les compositions d'équipe, s'était présentée dans un 4-3-3, on va dire classique des champs dans une compétition internationale. La titularisation de William Saliba en défense centrale aux côtés de Upamecano, Adrien Rabiot qui était bien remis titulaire au milieu de terrain avec Kanté et Griezmann, et un trait d'attaque Mbappé, Thuram, Dembélé du côté autrichien. Aucune surprise non plus. Un KO de 3-1 qui était très mouvant selon si l'Autriche avait la balle ou non, avec Danso, évidemment le Lensois en défense centrale, Sabitzer, Baumgartner encore au milieu de terrain. Et un début de match qui va être clairement à l'avantage de l'équipe de France, avec dès la 8e minute cette première vraie occasion avec un débordement de Théo Hernandez qui va trouver dans le relais Adrien Rabiot, qui va décaler et lancer Kylian Mbappé qui a beaucoup d'avance. Il va se présenter face à Pence, mais malheureusement il va tirer côté fermé, un petit peu en topant sa frappe, et ça va être dévié par Pence. Mais donc on sent dans les 15 premières minutes une envie de l'équipe de France d'aller de l'avant, d'agresser cette équipe autrichienne qui, eh bien, certes, pressait énormément l'équipe de France, c'est attendu, mais l'équipe de France, par sa justesse technique, par également ses déplacements, réussissait à contrer ce pressing, justement à faire mal dans ces situations un petit peu de transition à une équipe autrichienne qui a eu du mal à rentrer dans son match. Mais dès la 15e minute de jeu, on a eu une équipe de France qui a commencé à laisser de ballon à une équipe autrichienne qui, pour autant, n'était pas dangereuse. On a vu une équipe autrichienne qui tentait de trouver ses joueurs par des ballons longs, notamment par les côtés. On avait une équipe de France qui, en phase défensive, était dans un 4-4-2 hyper resserré dans l'axe, avec Marcus Thuram et Ousmane Dembélé qui redescendaient, mais qui n'étaient pas vraiment sur leur couloir, étaient plus dans l'axe aux côtés et de Kanté et de Adrien Rabiot. Et on avait devant Mbappé et Griezmann qui était un petit peu la première phase de pressing française. Mais donc l'Autriche ne va pas réussir vraiment à se procurer de réelles occasions et va arriver à la 37e minute avec ce débordement de Kylian Mbappé sur Moinet, l'arrière gauche autrichien. Il va le passer, centrer fort au point de pénalty, et c'est le pauvre Wöber, défenseur central autrichien, qui va la mettre contre son camp. La défense gauche, le côté gauche de la défense autrichienne qui a pris sévère, avec d'abord Wöber qui a pris ce but contre son camp et qui a également pris un carton jaune juste avant. On avait également Moinet qui a pris un carton jaune pour une faute grossière sur Ousmane Dembélé, qui a fait beaucoup de mal sur son côté droit lors de la première mi-temps. Ça fait donc 1-0 pour l'équipe de France qui, on va dire, sans avoir de réelle occasion nette, à part cette frappe de Mbappé en début de match, et bien l'équipe de France mène au score 1-0. Elle va se faire peur avant la mi-temps avec une énorme occasion pour l'Autriche, avec notamment Baumgartner, super bien lancé, d'une magnifique remise de la tête par Sabitzer, qui va se présenter face à Maignan, Mike Maignan qui, de son pied droit, va réussir à contrer, on va dire, cette, je sais pas, entre le frappe et le dribble de la part de Baumgartner, qui va sauver l'équipe de France donc de l'égalisation. Et à la mi-temps, l'équipe de France mène 1-0. On voit des choses intéressantes, du circuit de passe, voilà, dès la récupération du ballon, une relation Théo Hernandez, Kylian Mbappé qui marche toujours, qui fonctionne toujours. On a vu 2 ou 3 fois de magnifiques relais entre les deux. Et voilà, que dire de ce duo Kanté-Rabiot au milieu de terrain qui ont fait de manière globale un match global hyper fort. N'Golo Kanté qui, pour son retour à la compétition internationale, à la compétition officielle avec l'équipe de France, a été énorme. Il a d'ailleurs été élu homme du match dans la récupération, dans sa manière aussi de se projeter. On l'a vu beaucoup se projeter. Il le fait en Arabie Saoudite avec Al Ittihad. Là, il l'a fait également pour réussir à maîtriser le tempo, à faire jouer ses partenaires, à récupérer des ballons, être agressif, toujours être le premier sur le ballon. On l'a vu notamment obtenir une faute comme ça en première mi-temps. Et Adrien Rabiot qui lui a été, alors certes il a joué qu'une heure, parce que Didier Deschamps certainement savait qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais Adrien Rabiot qui, voilà, dans l'agressivité, dans cette manière également, on l'a vu sur l'action en début de match, de se projeter, d'accompagner les offensives françaises tout en étant agressif à la récupération, en essayant de limiter au maximum les transmissions autrichiennes dans l'axe du terrain. Et donc voilà, un milieu de terrain qui, en plus avec Griezmann, sera à coup sûr le milieu titulaire de l'équipe de France durant cette compétition. Côté défense, Théo Hernandez, comme j'ai dit, qui, pareil, a toujours les bonnes relations avec Kylian Mbappé, même si on le sent qu'il pêche encore un petit peu à la finition. Il y a 2-3 situations où il doit faire mieux, aussi bien à la frappe qu'à la passe. Mais bon,
il a quand même réussi déjà à faire mal à la défense autrichienne que beaucoup annonçaient difficile à bouger. Et William Saliba, titulaire, qui pour sa première titularisation dans une compétition officielle, il me semble pas que la Coupe du Monde, il était titulaire, ou peut-être lors du 3e match contre la Tunisie, mais donc qui a rassurant défense centrale en première mi-temps. Il a fait une bourde en deuxième mi-temps, ce qui a fait coûter cher à l'équipe de France, mais il a tout de même fait dans l'ensemble un plutôt bon match. À l'aise techniquement, qui réussissait super bien à effacer l'opposant qui venait presser lorsque l'équipe de France était en bloc bas avec le ballon. Donc une équipe de France qui, en première mi-temps, a des certitudes, une deuxième mi-temps qui va être entre guillemets plus compliqué. On va avoir une occasion à la 50e minute de Marcus Thuram bien lancé par Mbappé qui là doit lober le gardien Pence, mais qui va plutôt se rétracter. D'ailleurs Thuram qui a fait un match encore une fois très 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 compliqué, j'en parlerai à la fin de cette fébrilité offensive qu'a l'équipe de France, parce que c'est quand même un point qui pose question, surtout quand on va voir que Kylian Mbappé est sorti blessé, on va voir juste après. On va y voir également cette énorme occasion de Kylian Mbappé à l'heure de jeu, une magnifique relance de Adrien Rabiot qui va lancer Kylian Mbappé, qui va bien simplement déposer Danso, déposer également le numéro 2, donc vous voyez, autrichien. Il va se présenter seul face à Pence, qui en plus lui laisse le but grand ouvert. Mais Kylian Mbappé va malheureusement la mettre à côté. On passe pas loin d'un 2-0 pour l'équipe de France, dans un moment où l'Autriche commençait à être de plus en plus pressant, à avoir de plus en plus la balle. L'équipe de France reculait. On sentait que l'Autriche commençait vraiment à vouloir aller marquer ce but égalisateur avec un pressing haut, des facilités de transmission dans l'axe du terrain, ce qui n'était pas le cas lors de la première mi-temps. L'équipe de France va donc souffrir jusqu'à cette 80e minute où on va voir Kylian Mbappé qui va subir un choc à la tête en duel avec Kevin Danso sur un coup franc, et qui va, selon toute vraisemblance, se casser le nez. En tout cas, c'est ce qui était annoncé par les commentateurs, et on a vu d'ailleurs ce nez un petit peu décalé par rapport à son axe. Alors, est-ce que ça me remet en cause la participation au reste de l'Euro? Pour l'instant, alors que je tourne cette vidéo, on n'en sait rien. Mais à minima, il sera forcément gêné de porter un masque, j'imagine. Mais un choc où il est resté de longues minutes par terre. Il était en sang. Avant ça, on avait également Antoine Griezmann qui avait été en sang après une grossière faute d'un défenseur autrichien qu'il avait amené dans les panneaux publicitaires et qui l'a fait saigner au niveau de la tempe. Un match qui était ultra physique. Je crois qu'il y a plus de 25 fautes dans le match en tournée de mi-temps, qui était très très haché, avec des très vilains gestes des deux côtés. Même l'équipe de France, notamment Hernandez, a été victime d'un ou deux vilains gestes. Mais donc l'équipe de France qui va souffrir jusqu'à la fin du match, 9 minutes additionnelles. Mais finalement, l'équipe de France va l'emporter avec cet homme du match, comme j'ai dit, N'Golo Kanté, l'homme du match. À juste titre, il était de tous les instants une réelle sangsue. Il faisait des allers-retours partout sur le terrain. Il était là. Il réussit également, lors de cette fin de match, à garder le ballon, à faire jouer le temps en faveur de l'équipe de France, et donc une équipe de France qui peut être contente de l'emporter 1-0. Ce fut dur en deuxième mi-temps, l'équipe de France a souffert, mais voilà, on a senti tout de même une équipe solide défensivement. Certes, l'Autriche n'a peut-être pas non plus tout bien fait en attaque, mais l'équipe de France fait le nécessaire. On le sait, l'équipe de France en tournoi majeur n'a jamais été une équipe hyper flamboyante, important c'est les résultats. Et on l'a vu, une victoire 1-0, l'équipe de France est première de son groupe avec 3 points, à égalité avec les Pays-Bas qui va rencontrer le 21 juin pour d'abord la qualification, et certainement la qualification à la première place, ce qui peut être compté énormément quand on sait un petit peu avec qui peut croiser l'équipe de France. Donc voilà, une victoire 1-0 qui ne souffre, je vais pas dire d'aucune contestation, parce que l'Autriche en deuxième mi-temps a montré de l'envie, mais elle a été trop imprécise techniquement, surtout parce que je pense qu'en fin de match, elle avait plus beaucoup de jus, elle avait donné beaucoup dans le contre-pressing, ce mega pressing, même si au final, il n'a pas été vraiment présent, parce que l'équipe de France laisse énormément le ballon à l'Autriche. L'Autriche, avec le ballon, forcément, n'a pas à faire ce contre-pressing, et l'équipe de France, dès qu'elle a récupéré, essayait au plus vite de toucher ou Griezmann ou Rabiot pour lancer les offensives françaises, mais on a quand même ce point d'interrogation pour l'équipe de France, c'est cette attaque, d'autant plus si Mbappé doit être absent à un certain temps. Mais on a une attaque entre Marcus Thuram, qui a été catastrophique dans tous ses choix. Au moment où il tire quand il faut faire la passe, il fait la passe quand il faut tirer. Dans ses conduites de balle, on sent qu'il a beaucoup de mal. Pourtant, il est plutôt bon avec l'Inter de Milan autour de Lautaro Martinez, mais là, il a beaucoup de mal à créer des différences balle au pied. On a eu Antoine Griezmann qui, bonhomme ballon a fait son match, même si offensivement, dans son apport offensif, il n'a pas été hyper juste dans ses choix. Plusieurs fois, il doit passer le ballon, notamment en première mi-temps, où il y a un magnifique décalage à faire sur Dembélé qui ne fait pas. Dembélé, de son côté, lui, a été bon, mais de manière régulière, avec un très bon temps fort d'un quart d'heure à peu près en première mi-temps. Et ensuite, il s'est un peu éteint. Il n'a pas fait d'énormes différences. Il était imprécis techniquement lui aussi. Et accueillir l'entrée de Kolo Muani, qui lui aussi a été techniquement compliqué. Il venait s'empaler plusieurs fois sur le défenseur autrichien. Une attaque française qui, on le sait, repose énormément sur Kylian Mbappé. Ça va sans dire. Mais de là à ce que le reste, ce qui tourne autour de Kylian Mbappé soit aussi
peu fiable techniquement et peu fiable dans le dernier geste, ça pose question quand même sur une compétition entière comme est l'Euro, et quand on sait que et bien, tout simplement, marquer un but dans cet Euro est compliqué pour les grandes nations. On le voit par l'Allemagne qui a mis un carton, l'Angleterre a mis un but, on a eu l'Espagne a mis 3 buts, mais voilà. On sait que marquer des buts dans une compétition comme l'Euro, c'est très compliqué, surtout dans un groupe resserré, donc l'équipe de France va devoir travailler à tout prix cela, et les offensifs français vont devoir être beaucoup plus efficaces s'ils souhaitent, et bien simplement aider l'équipe de France à aller loin dans cette compétition. Parlons maintenant, on a fait ce gros point équipe de France, des 2 autres matchs de l'après-midi, à commencer par la Belgique qui est rentrée en liste et qui s'est inclinée face à la Slovaquie 1-0, énorme sensation de ce premier tour entre guillemets de match, cette première journée des phases de groupe. C'est le premier outsider qui chute, j'ai envie de dire, la Belgique, une défaite 1-0, qui est méritée sans vraiment l'être. On a vu une première mi-temps, une équipe slovaque extraordinaire, avec notamment un milieu, Duda Lobotka, qui a été mais exceptionnel dans cette manière de garder le ballon, de maîtriser le rythme, de faire bouger cette équipe belge qu'on sentait perdue sur le terrain. Une équipe slovaque qui va être récompensée dès la 6e minute, même si auparavant la Belgique avait poussé, avait eu 2 grosses situations par un Jeremy Doku qui a été très très bon sur son côté en début de match, où il a fait pure différence en éliminant 4-5 joueurs, jusqu'à trouver ce ballon qui va arriver sur De Bruyne, qui va la remettre un petit peu en fin de course à Lukaku, qui face au but va buter sur le gardien slovaque. Première grosse occasion belge. On va également avoir une deuxième sans suite. On va avoir pareil Doku qui va lancer Lukaku, qui va se rater complètement dans son face-à-face face au gardien slovaque. Et à la 6e minute, Jeremy Doku, qui pourtant dans son camp, tente une passe un petit peu compliquée à son défenseur Woodface. Ça va profiter à Schranz, qui va arriver avec son numéro 26 pour faire une magnifique talonnade à son coéquipier, qui va frapper. Ça va être arrêté par Castells, mais ça va revenir sur Schranz, qui là, couvert par Woodface, va tromper le gardien belge. Ça va faire 1-0 pour la Slovaquie. La Slovaquie qui va ultra dominer cette première mi-temps. On va avoir une Belgique complètement perdue. Même si la Belgique va avoir 2-3 situations par la suite, notamment cette erreur de Dubravka qui va normalement profiter à l'endroit Trossard, mais qui va rater son lob et qui va donc pas égaliser, alors qu'en plus il y avait Lukaku qui était juste à côté. Une équipe slovaque qui, à l'image de cette action, va magnifiquement se jouer de la défense belge, notamment du côté gauche, qui a été en grande difficulté. Et là, il me semble que c'est Asrani qui va buter sur Castells avec un magnifique arrêt de la main gauche. Une Belgique que l'on ne reconnaît pas. Et avant la mi-temps, la Belgique peut revenir avec cette occasion de Lukaku sur une magnifique ouverture de Carrasco. Mais Lukaku, très lent, qui a l'impression de ne pas savoir quoi faire du ballon, va simplement, encore une fois, rater son face-à-face face à Dubravka. Une équipe belge très très en difficulté dans ses premiers mi-temps. Seul Jeremy Doku a été un petit peu la lumière de cette équipe belge, mais il est tout de même responsable sur le premier but avec cette passe en retrait, cette passe à son défenseur beaucoup trop facile, on va dire. Ils sont trop faciles sur cette action de coup et ça va coûter le but pour la Belgique. Et on a également une défense avec notamment Timothy Castagne du côté droit, ou alors côté gauche, Leandro Trossard et Ferran Carrasco qui ont eu beaucoup de difficultés à contenir les offensives slovaques, qui se trouvaient les yeux fermés. On a eu les 3 de devant entre De Bruyne, Lukaku, Trossard, un manque de cohésion notable avec de nombreuses passes de Bruyne notamment qui ne trouvait pas preneur, une relation sur le côté gauche Carrasco, Trossard qui était une relation simplement platonique, qui ne s'est rien passé. Carrasco qui jouait arrière gauche, je trouve que c'est un petit peu dommage de l'exploiter à ce poste-là où on sent qu'il n'est pas du tout à l'aise. Et une Belgique méconnaissable qui est menée logiquement 1-0. Elle va essayer de réagir en deuxième mi-temps et elle va réagir. Elle va notamment avoir cette action où Trossard, pour une fois, qu'on utilise l'axe, qu'on trouve les décalages dans l'axe de la défense slovaque, ce qui n'était pas le cas lors de la première mi-temps. On a notamment le côté gauche, Anko et Skriniar qui ont fait une excellente première mi-temps. Également un excellent match pour contenir notamment Jeremy Doku, même si ça a été compliqué comme j'ai dit en début de match. Ça va créer une belle frappe pour Lukaku en corner. Et sur le corner, on va avoir un magnifique but avec une remise de Nana pour Lukaku qui pense égaliser, on a ce moment-là l'heure de jeu, mais le but va être refusé pour un hors-jeu de l'attaquant belge. Là, la Belgique va continuer de pousser, elle va quand même avoir beaucoup plus de maîtrise en deuxième mi-temps, elle va se créer situation, on va sentir que Doku va commencer à refaire les différences, un De Bruyne beaucoup plus inspiré qui a été plutôt bon, moi je trouve, avec cette manière de toujours se placer, on s'est assez libre dans cette position de numéro 10 où il va à gauche à droite, il a réussi à trouver toujours des décalages intéressants pour la Belgique, alors que le double pivot Mangala, Onana était je trouve pas hyper bon, notamment Mangala qui je trouve a pas réussi à peser assez et à faire mal à cette équipe slovaque dans le milieu de terrain qui a été bouffée, comme j'ai dit, par notamment Lobotka qui a fait un match extraordinaire du côté de la Slovaquie, le joueur du Napoli. La Belgique va pousser et on a à la 85e minute, on a un long ballon, il me semble que c'est de Woodface d'ailleurs, qui va trouver Openda sur côté gauche. Openda va
se jouer de son opposant, il va la mettre en retrait pour Lukaku qui va marquer en pleine lucarne à la 85e minute. Un but partout, la Belgique égalise, Lukaku marque enfin. On se dit alors que la Belgique va pousser pour aller chercher cette victoire, mais le but va être refusé pour une main de Loïs Openda. On le voit d'ailleurs assez intéressant, première fois qu'on le voit, ce ballon intelligent, et donc avec ce scanner qui montre que le ballon est bien touché par la main, qu'il y a un impact avec la main, même si ça fera débat certainement parce que il est au duel avec son défenseur qui le pousse. Certes, le ballon change de trajectoire et donc aide l'Openda à se défaire de son défenseur. Certains pourront la trouver sévère, d'autres diront qu'il y a main et que ça aide Openda. Donc un petit peu compliqué de se positionner, mais l'arbitre a décidé de siffler une main, pas de but, et ça fera donc une victoire slovaque, 1-0, une équipe belge qui chute d'entrée dans cette compétition et qui a son prochain match face à la Roumanie dans 5 jours, qui s'annonce capital si elle veut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Que dire de cette équipe slovaque et que dire de Lukaku qui a eu à la fois des ratés comme à la Coupe du Monde 2022, mais également de la malchance avec 2 buts inscrits hors jeu. Lukaku qui, on le sent tout de même, n'est plus Lukaku qu'on a connu à l'Inter, notamment cette période de 2021 avec ce titre obtenu avec l'Inter d'Antonio Conte, avec un Lukaku qui est plus lourd, qui est moins clinique, qui dans les duels se fait bouger, qui ne sait pas vraiment quoi faire devant le but. Et ça c'est triste quand on sait la qualité que peut avoir Romelu Lukaku. Et les Slovaques donc qui à la fin du match étaient tout heureux de cet exploit de la Slovaquie, une victoire 1-0 qui les place premiers de ce groupe E, à égalité de points avec la Roumanie, puisque c'est l'autre sensation de la journée, en début de journée à 15h, le match Roumanie-Ukraine, que beaucoup disaient que c'était un match, on va dire, un petit peu annexe, un match neutre, où l'Ukraine devrait facilement se défaire de cette équipe roumaine, mais que nenni, la Roumanie a explosé l'Ukraine, 3-0, et ça n'a souffert d'aucune contestation. On a eu pourtant un premier quart d'heure ukrainien qui avait le ballon, avec Modric, Dovbyk, qui tentait tout simplement déstabiliser cette équipe roumaine qui était en bloc bas et qui procédait en contre. On a eu plusieurs fois Modric qui a réussi à se projeter en faisant des mauvais choix, un Dovbyk qu'on essaie de chercher sur des ballons longs, un Tsigankov qui essaie de se réaxer pour toucher le ballon et accéder au but roumain, mais ce n'a pas été le cas. La Roumanie va ensuite reprendre un petit peu le contrôle du match, va beaucoup plus presser, beaucoup plus agressif, présent sur les deuxième ballon, et ça va permettre à la demi-heure de jeu sur un bon pressing, Lunin, le gardien du Real Madrid, qui va se trouver relancé sur Man, l'ailier droit roumain, qui va la donner à Stanciu dans l'axe, qui va d'une magnifique frappe pied droit, j'ai envie de dire, éclater la lucarne de Lunin. Quel but inscrit par Stanciu, le premier but de l'équipe de Roumanie dans une compétition officielle depuis ce penalty en 2016 face à l'équipe de France en match d'ouverture, inscrit par ce même Stanciu, capitaine de la Roumanie, un but magnifique que, vous voyez, Ratsu, l'arrière droit ukrainien lui-même, n'en croit pas ses yeux. Magnifique, peut-être le but de la compétition déjà, on n'est qu'au début certes, mais en tout cas à coup sûr qui sera candidat. Ça fait donc 1-0, on revoit là cette magnifique balle qui va se loger juste sous la barre de Lunin qui ne peut rien. Et là, la Roumanie, qui est en plus dans un stade à Kiasakos où la majorité des supporters étaient roumains, va continuer de presser l'équipe ukrainienne. Il va gagner tous les ballons, va dominer cette fin de mi-temps. Stanciu va même être à ça d'inscrire un corner direct qui va toucher la barre de Lunin. Et en deuxième mi-temps, ça va être pareil. On va avoir une équipe roumaine là avec le numéro 9, il me semble que c'est Stragos, qui va réussir à maintenir la pression et à ne pas se faire bouger par le milieu de terrain ukrainien. Il va la donner à Ratsu qui va avancer. Ça va revenir sur Man qui va ne pas trop savoir quoi faire avec le ballon, qui va s'empaler sur un défenseur ukrainien. Ça revient sur Marine qui, d'une frappe exceptionnelle pied droit également, forte, toute en finesse, forte, mais j'ai envie de dire à ras de terre, on va dire avec beaucoup de détermination, qui va tromper Lunin, qui fait une énorme erreur de main. Le ballon lui passe sous les mains, ça fait 2 erreurs pour Andrei Lunin qui a connu une journée difficile. Ça fait donc 2-0 pour l'Ukraine, mais l'Ukraine va continuer de pousser. On va voir Modric la Roumanie, qui va continuer de pousser. Modric qui va faire une erreur avec ce ballon perdu au milieu de terrain, dans sa partie de terrain, qui va ensuite décocher le Roumain qui va donc décocher une frappe, ça va amener un corner que va jouer très vite Man qui va tout simplement éliminer trop facilement la défense ukrainienne pour la donner à Stragos, seul devant le but vide. Ça fait 3-0, l'Ukraine qui donc l'emporte 3-0. C'était inattendu, l'Ukraine qui a été magnifique, vraiment. Ragozin, le défenseur qui est de Tottenham, qui a été exceptionnel dans les duels, qui a gagné tous ses duels, qui a été impactant, qui s'est même beaucoup projeté pour aider justement à faire ce surnombre au milieu de terrain. Une équipe roumaine surprise que l'on n'attendait pas, que beaucoup voyaient perdre, moi le premier, pardon.
mais qui a fait une performance XXL et qui se place donc comme un épouvantail de cette poule. Elle va affronter la Belgique qui, elle, aura gros à jouer lors du prochain match. Donc attention à la Roumanie à ne pas subir, j'ai envie de dire, la colère belge. En tout cas, la Roumanie avec 3 points s'assure déjà de potentiellement jouer la qualification jusqu'au bout, ce qui n'était pas gagné pour beaucoup, et moi le premier. Magnifique performance des Roumains qui ont créé la première vraie sensation de cet Euro 2024 en s'imposant 3-0 face à une équipe ukrainienne qui certainement a été pris par l'enjeu, avec en plus, on l'a vu, cette entrée sur le terrain avec les drapeaux ukrainiens sur leur dos, en symbole évidemment avec le conflit russo-ukrainien, qui certainement a joué dans la tête. Le sélectionneur avait dit que l'Ukraine venait à la fois jouer un euro, mais avant tout également passer un message un petit peu au monde, et on sentait que cette pression est tombée sur les épaules des Ukrainiens qui n'ont pas réussi, malgré une fin de match un petit peu où ils ont eu des occasions, une frappe de Tsigankov, un lob de Yaremchuk, de Timonchuk, pardon. Non, Yaremchuk, c'est ça, oui, pardon, le joueur de Sazuna, et bien qui voilà, n'ont pas réussi à ne serait-ce qu'être un petit peu dangereux face à une Roumanie qui a été très très forte et qui se place comme l'épouvantail de ce groupe. Puisque oui, maintenant, dans ce groupe, c'est la Roumanie et la Slovaquie qui sont premières avec 3 points, et la Belgique et l'Ukraine avec 0 points sont 3e et 4e. Le classement peut être inverse que tout le monde pensait. On pensait plutôt la Belgique et l'Ukraine être les favoris de ce groupe, et bien non, la Roumanie et la Slovaquie sont en tête et vont être l'équipe qui n'auront certainement pas grand chose à perdre les prochains matchs. La Slovaquie qui va affronter l'Ukraine qui va devoir à tout prix l'emporter. Pareil pour la Belgique face à la Roumanie, ça va être des matchs hyper intéressants en tout cas, surtout si la Roumanie joue pareil que face à l'Ukraine, face à la Belgique, et une équipe d'Ukraine qui va devoir une revanche à ses supporters et simplement au sein des spectateurs de football après ce match totalement raté face à la Roumanie. Dans le groupe D, l'équipe de France donc a, comme j'ai dit, rejoint les Pays-Bas devant la Pologne et l'Autriche. Prochain match de l'équipe de France face aux Pays-Bas pour la qualification et certainement la première place de ce groupe. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 4e journée d'Euro. Le programme de demain, mardi 18 juin, seulement 2 matchs. Les 2 matchs qui restent de cette première journée des phases de groupe, c'est le groupe F avec l'entrée en lice du Portugal face à la Tchéquie à 21h, et ce match Turquie-Géorgie à 18h avec la découverte d'une équipe géorgienne qui participe, comme j'ai dit, à son premier Euro, à sa première grande compétition internationale. Hyper intéressant de voir cette équipe qui a de très bons petits joueurs. On pense évidemment à Kvaratskhelia ou encore à Mikotadze. Ça va être intéressant à suivre. J'espère que vous suivrez. De toute façon, on sera là pour en parler demain soir lors de l'Euroday numéro 5. Et donc voilà, j'ai hâte de voir cette journée qui s'annonce palpitante. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour cette Euroday numéro 4. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, le commentaire, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée. Si cet Euro est parti pour vous sur de très bonnes bases. Est-ce qu'on assiste à un bel Euro? Pour moi, oui. Parce que ce match ce match quand même de la Roumanie face à l'Ukraine, personne s'y attendait, et moi le premier, une victoire 3-0 et du jeu produit dans un match que, voilà, on ne s'attendait à pas grand chose. On voyait des gens qui se disaient, est-ce qu'on va regarder le match? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va pas avoir un match un peu bidon? Au contraire, on a vu un très très beau match de football, notamment de la Roumanie, même si l'Ukraine a été un petit peu absente. Est-ce que vous êtes rassuré par l'équipe de France, ou au contraire, est-ce que vous avez des inquiétudes au niveau collectif notamment, parce qu'au niveau individuel, on a quand même vu des belles choses, notamment du milieu de terrain, mais est-ce que collectivement, vous avez de l'inquiétude pour le reste de la compétition, à commencer par le match de vendredi face aux Pays-Bas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit selon vous me regardez. Et n'oubliez jamais, vive le foot!